Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite, au nom de la Fédération française de rugby, la bienvenue pour ce deuxième webinaire Sciences et Rugby organisé par la FFR. Donc, je m'appelle Julien Pissionne, je suis responsable du département d'accompagnement à la performance au sein de la direction sportive. Comme son nom l'indique, nous, l'équipe qui travaille également avec moi, nous accompagnons l'ensemble des équipes de France sur les différents projets de compétition internationales comme les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, etc. Nous avons également aussi dans nos missions un vrai accompagnement des structures qui sont en charge de la formation des jeunes joueurs et joueuses potentielles. Dans le cadre justement de ces missions, nous avons toujours ce challenge, je parle de challenge parce qu'avec la difficulté qu'il peut y avoir à participer, à mettre en place des méthodes, des outils d'aide à la détection des talents. Alors, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité et puis qui est aussi un sujet assez complexe parce qu'on se rend vite compte quand on travaille dans le milieu du sport et du sport de haut niveau que il n'y a aucune trajectoire linéaire lorsqu'on parle de jeunes talents. Et donc, ça pose énormément d'interrogations, même si beaucoup de travaux ont été effectués. On est encore certainement assez loin d'une optimisation justement de ces stratégies qu'on va appeler identification et accompagnement des potentiels. Et donc, c'était un peu l'objectif ce soir de se réunir et d'échanger autour de cette problématique d'identification et d'accompagnement des potentiels avec une chance de pouvoir avoir trois intervenants de grande qualité ce soir avec qui on va pouvoir échanger et discuter pendant près de 2 heures. Alors, laissez-moi, pour introduire ce thème, vous présenter quelques éléments et j'aimerais citer justement ce proverbe. Alors, je ne veux pas vous faire l'affront de le prononcer parce que c'est un proverbe qui est non pas un slogan souvent anglo-saxon, mais qui est un proverbe qui, a priori, aurait une origine africaine. Et en fait, ce proverbe veut dire à peu de choses près qu'il faut un village pour élever un enfant. Et c'est vrai que cette image est assez intéressante lorsqu'on doit parler d'identification et d'accompagnement de jeunes joueurs potentiels, parce que très souvent, au-delà des qualités, on va dire, innées et athlétiques, etc., de nos sportifs, il y a certainement aussi tout l'environnement dans lequel ils ont pu évoluer et dans lequel ils évoluent pour pouvoir faire en sorte que ces potentiels puissent émerger. Alors nous, notre village, il est constitué comme celui-ci. Au sein de la fédération, on a à peu près 2000 clubs qui animent, qui développent, qui font la promotion du rugby partout en France, dont quelques-uns, on va dire une minorité qui sont professionnels, hein, entre, on va dire, allez, si on prévoit large, à peu près une cinquantaine de clubs professionnels, le reste étant bien sûr des clubs amateurs. Et c'est sur cette base-là qu'on construit justement tout le plan de développement de nos jeunes avec des filières successives à partir de 14-15 ans. Alors, j'aimerais faire un petit instantané et me focaliser sur les 52 joueurs sélectionnés du 15 de France depuis la saison dernière. 15 de France qui est, malgré de jeunes joueurs, avec peu de sélections, et a montré qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleures équipes au monde. Et quand on regarde ces jeunes joueurs sélectionnés, eh bien, on voit que 41 joueurs sont issus des sélections France jeunes. 5 sont formés à l'étranger. Donc, on voit quand même que globalement, ces jeunes, on les a identifiés assez tôt et qu'ils ont participé à des compétitions jeunes. Par contre, quand on commence à analyser ceux qui sont vraiment passés par notre fameuse filière, bien qu'on voit, on voit que globalement, la proportion diminue. On a sur ces 52 joueurs sélectionnés, 32 joueurs qui sont en effet issus de cette fameuse filière identifiée vers 14-15 ans et qu'on va entraîner dans des structures adaptées, etc. Alors, sans vouloir faire justement tirer des conclusions trop rapides, eh bien, ces joueurs, globalement, ils avaient un début de pratique qui était entre 6 et 10 ans au sein d'un club de rugby, bien sûr, la plupart clubs amateurs. Et quand on regarde les 20 joueurs qui restaient, eh bien, on se rend compte de certaines caractéristiques, encore une fois, sans vouloir trop tirer de conclusions. Je pense que mes collègues le feront bien mieux que moi. Eh bien, on voit qu'en effet, il y a 5 joueurs qui ont été formés à l'étranger, ceux qu'on a cités tout à l'heure. 5 joueurs sont arrivés tardivement dans l'activité, entre 13 et 16 ans. 5 joueurs sont nés en second trimestre. Voilà, juste un constat.
Et puis, il y a cinq autres joueurs donc on ne connaît pas trop et on n'arrive pas à expliquer pourquoi on ne les a pas vus avant. Même s'ils étaient peut-être connus, on ne les a pas vus avant. Et ce ne sont pas des moindres parce que parmi ces 5 joueurs, on a Charles Olivon, qui est le capitaine actuel de l'équipe de France, et Grégory Aldrit, qui est aussi un troisième ligne qui joue au plus haut niveau et qui fait partie des meilleurs joueurs au monde à son poste. Donc, on voit bien que eh bien, ces parcours sont très différents et que du coup, ça complexifie davantage les stratégies qu'on doit mettre en place pour pouvoir justement identifier les potentiels chez ces joueurs-là. Et que du coup, les méthodes, on va dire, actuelles, focalisées surtout sur les qualités intrinsèques, je parle beaucoup à la fois des performances instantanées sur le terrain, souvent liées aussi chez ces jeunes à des problématiques de maturité, etc. Et puis également d'autres facteurs. Et c'est pour ça qu'on se posait du coup la question, et c'était un peu provocant, c'était un peu l'objectif, si finalement on regarde un peu des travaux qui sont menés, les sciences humaines et sociales n'allaient pas nous aider davantage à comprendre et à appréhender et à nous aider à faire des choix lorsqu'on devra accompagner, identifier dans un premier temps, accompagner ces jeunes joueurs et joueuses potentiels. Et juste pour le petit clin d'œil, sans vouloir non plus être trop caricatural, je ne peux m'empêcher de montrer cette image. Alors, pour ceux qui s'intéressent, je l'espère, la plupart d'entre vous au rugby, aux équipes de France, vous avez en haut Arthur Retière et Romain Ntamak qui ont été sélectionnés et qui font partie du 15 de France et qui ont été sélectionnés au 15 de France ces dernières saisons. Et en dessous, leurs parents respectifs, leurs pères respectifs qui étaient 10 ans avant, qui étaient entraîneurs de cette fameuse équipe 15 de France et qui ont permis la qualification en finale du 15 de France en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'espère justement vous avoir convaincu de rester jusqu'au bout. Si vous êtes là, je pense que c'est le cas. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Michael Campo, qui est chercheur en psychologie du sport, qui est un vrai collègue à l'heure actuelle parce qu'il est à disposition auprès de la Fédération française rugby sur un site qui va nous emmener jusqu'en 2024 aux Jeux Olympiques et qui nous accompagne énormément sur tout le domaine de l'accompagnement mental et l'accompagnement des staffs et qui sera bien plus compétent que moi pour animer ce webinaire avec les 3 intervenants qui sont présents. Donc, Mickaël, je te laisse la main et je suis pas loin s'il y a besoin, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin. Et je te laisse du coup présenter les prochains intervenants. Très bien, je te remercie Julien. Bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille au sein de la Fédération française de rugby et notamment en charge du pôle de préparation mentale et d'accompagnement des staffs des équipes de France. Et donc, à titre, effectivement, on réfléchit beaucoup à toute la dimension mentale, qu'elle soit dans l'accompagnement des équipes de France comme dans l'accession aux équipes de France. Et donc, cette thématique de la détection du potentiel, elle est une thématique prioritaire pour nous et actuelle, notamment. Alors, aujourd'hui, on va avoir notamment 2 intervenants, en plus de moi qui vais conclure cette série d'interventions. Et notamment, on est ravis de pouvoir avoir aujourd'hui 2 personnes de très, très grande qualité. Jean Côté, notamment, qui nous vient de la Queen's University du Canada et qui est un chercheur largement reconnu sur le plan international pour ses travaux en psychologie du sport et notamment sur le développement de l'athlète. C'est ces travaux-là qui vont être mis en évidence aujourd'hui et on est ravis de vous avoir avec nous, Jean, pour pouvoir bénéficier de votre expertise et de votre partage aujourd'hui. Et puis ensuite, on enchaînera avec Hélène Joncheret, qui est sociologue du sport à l'INSEP, aussi reconnue pour ses travaux très intéressants sur notamment tout le travail sur les entraîneurs et sur le domaine de l'identification du potentiel, en tout cas les facteurs sociologiques qui peuvent être pris en considération dans le développement de l'athlète et de l'expertise. Et je conclurai, moi, sur la détection des talents par une brève intervention par rapport aux aspects psychologiques qui peuvent être pris en considération. Donc voilà, je ne doute pas que vous allez profiter largement de ces interventions. Jean, maintenant, je vous laisse la parole pour pouvoir faire votre communication.
Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que ça va? Vous voyez la diapo, oui? C'est bon, on voit. C'est bon, d'accord. OK. Alors, merci, merci Michael pour l'introduction et puis pour nous donner un peu l'horaire de ce qui va se passer dans les deux prochaines heures. Puis merci Julien aussi pour nous donner un peu de background sur le rugby en France et puis le développement des athlètes. Puis c'était très intéressant de voir un peu le système où les athlètes sont sortis et puis sont apparus. Alors, merci et puis j'aimerais, c'est un plaisir pour moi de présenter mes travaux. J'aimerais mieux être en France que dans mon sous-sol chez nous, mais je pense qu'on va essayer de faire le mieux dans les 45 prochaines minutes pour essayer d'échanger et puis de connecter au niveau de ce que je veux présenter. Ce que je vais présenter, c'est le résultat de recherche, probablement les 20 dernières années de nos recherches. Et puis, c'est un peu un cadre conceptuel pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le développement de l'athlète. Et puis, essayer de présenter un peu un parcours chronologique au niveau des facteurs qui sont importants, des éléments qui sont importants à différents stades du développement d'un athlète de haut niveau, mais je vais aussi focaliser surtout sur les jeunes et puis comment est-ce qu'on maintient l'intérêt puis qu'on développe l'intérêt pour le rugby et puis dans le sport en général chez les jeunes. Vous avez probablement réalisé à ce point-ci que je suis québécois, originaire de Drummondville, près de Montréal, mais ça fait 30 ans que je vis en Ontario et puis que je travaille en anglais. Alors, je vais probablement chercher mes mots quelquefois, mais si vous me permettez de dire quelques mots en anglais. Et puis, j'ai mes diapos, ma présentation, les diapositives sont surtout en anglais. J'ai essayé de traduire quelques-unes, mais c'est... alors, je vais parler en français, mais vous allez avoir faire référence à des diapos qui sont en anglais. Alors, je commence tout de suite, et puis je crois que Julien ou le modérateur a placé une question dans le chat. Et puis, j'aimerais juste pour commencer, si vous pouvez écrire vos réponses dans le chat, mais j'aimerais que vous réfléchissiez au niveau de quels sont les éléments qui contribuent au développement de l'athlète dans le sport. C'est une question très, très vague, une question qui est ouverte. Il y a une multitude de réponses. Mais lorsque vous regardez cette question-là, qu'est-ce qui vous vient en tête? La première chose qui vous vient en tête. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent... Je ne sais pas si je peux partager. Je pense que je ne vois pas. Je n'ai pas accès au chat. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui... La réponse à cette question-là, il y a probablement une multitude de réponses. Alors, vous avez peut-être parlé de, je ne sais pas ce que, je n'ai pas accès à la boîte là, dans le chat, mais peut-être de l'entraîneur. Oui, yes. On peut vous dire, là, si vous n'avez pas accès, on a des réponses. On a la motivation, l'environnement social, la passion, le contexte familial, l'autodétermination, le soutien familial, la motivation qui revient encore, la famille. Voilà des réponses qui vous ont été données. Un travail quotidien, l'entourage familial, l'équilibre affectif. Voilà les réponses qui sont données au fur et à mesure. D'accord, parfait. Alors, motivation, l'environnement social, l'environnement physique, la famille, la passion, le travail quotidien, le genre de pratique, le genre d'entraînement. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont affecter le parcours d'un athlète dans son développement. Et puis, ce qui est important de réaliser, c'est que c'est très difficile, puis la recherche nous donne très peu de pistes au niveau de facteurs qui sont le plus importants. Lequel de ces facteurs-là est le plus important? Puis, ce que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de développement,
c'est le produit de l'interaction de différents systèmes, de tous ces facteurs-là mis ensemble que vous avez mentionnés. Alors, lorsqu'on parle de sport ou d'engagement dans le sport au niveau récréation ou à un niveau de performance, c'est le produit de différents systèmes, de l'interaction de la motivation avec la famille, avec le travail quotidien, avec la pratique, alors toutes ces choses-là ensemble, et puis ça doit être fait dans un environnement physique qui est propice au développement. Alors, lorsqu'on parle de développement dans le sport, on parle de l'interaction de différents systèmes qui vont conduire à des résultats qui sont immédiats, à court terme et à long terme. Je pense que ça, c'est très important parce que je ne sais pas en France si vous parlez beaucoup de l'athlète, de développement à long terme. Et puis ça, c'est vrai, ça prend du temps pour développer un athlète élite, mais ce qui est très important, c'est de penser à court terme aussi. Parce que si à court terme, on ne développe pas de l'intérêt et puis les athlètes ne sont pas motivés et passionnés par le sport, il n'y aura jamais de long terme. Alors, je pense que c'est important d'avoir un discours qui place le développement à ces différentes périodes chronologiques-là. Les expériences, les résultats immédiats, à court terme et à long terme. Alors, ce que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est vraiment parler de systèmes développementaux et puis prendre cette perspective-là pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau du développement de la participation à long terme, du développement personnel par le sport et puis de la performance. Et puis, la façon que je vais utiliser ça, c'est que je vais parler de 3 éléments dynamiques qui constituent le sport. Ces éléments-là, c'est l'aspect physique, l'environnement physique, où tu fais du sport, le terrain de rugby, la ville où est-ce que tu demeures, le club dans lequel tu participes, les activités, les pratiques, le jeu, et puis la dynamique sociale. Ces 3 éléments-là, ce sont des lentilles qui nous permettent de voir comment le sport peut varier d'un endroit à un autre. Et puis, l'interaction de ces 3 éléments-là, ça produit des résultats au niveau immédiat et à court terme et à long terme. Et puis, ce que j'aimerais faire, c'est de parler de la recherche. Qu'est-ce qu'on connaît en recherche qui sont associés à ces différents résultats-là? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'environnement physique, des activités et puis la dynamique sociale qui nous permettent de dégager des lignes directrices qui nous permettraient d'appliquer ces lignes directrices-là dans un programme de développement pour le sport, pour les athlètes. Alors, c'est le Personal Assets Framework. Alors, je vous donne la punchline tout de suite. Ça, c'est notre modèle. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais le décortiquer et puis le détailler dans ma présentation. Alors, ce qui est important de regarder ici, c'est que le développement dans le sport, on a des résultats, les outcomes, les résultats sur plusieurs saisons. Les résultats sur plusieurs saisons, dans n'importe quel sport, ce qu'on veut développer, c'est la participation. Alors, Julien a parlé des 52 athlètes sur l'équipe nationale. Mais pour avoir 52 athlètes sur l'équipe nationale au niveau qui performent, le développement de la performance, les athlètes élites, il faut avoir une base et une fondation de jeunes qui pratiquent le rugby. Alors, ça, c'est la participation. Puis, il y a seulement qu'un petit pourcentage de ces athlètes-là qui jouent au rugby comme jeunes qui vont développer la performance à un niveau élite. Mais il faut continuer et puis il faut vraiment que ces jeunes-là continuent à participer. Et puis finalement, le sport, ça permet aussi de développer des valeurs personnelles, des valeurs qui peuvent appliquer dans d'autres aspects de notre vie. Puis je pense que ça, c'est très important aussi. Le sport peut faire des choses que même l'école ou d'autres activités ne permettent pas d'accomplir. Parce que le sport, c'est un challenge et puis ça dégage du plaisir aussi. Alors, ce sont deux éléments qui permettent
au sport d'être une activité qui est très différente de d'autres activités dans la vie d'un jeune. Alors, ça, c'est les résultats à long terme. À court terme, au cours d'une saison, on veut développer la compétence, la confiance, la connexion avec les autres, alors les relations sociales, et puis le caractère. Je vais parler de ça un peu plus. Et puis, à très court terme, lorsqu'on fait une pratique ou lorsqu'on a un match de rugby, on veut maintenir l'intérêt ou déclencher l'intérêt chez les plus jeunes et puis créer du plaisir dans ces activités-là. Alors ça, comment est-ce que c'est fait? C'est fait avec l'interaction de 3 éléments. L'environnement physique, les activités qu'on va inclure dans le rugby et puis la dynamique sociale. Alors, je vais parler de ces 3 choses-là. Alors, je viens d'expliquer un peu, je veux juste répéter ici les 3 objectifs à long terme dans le sport qu'on veut focusser, qu'on veut développer, qu'on veut essayer de développer, c'est la performance. On veut une athlète, on veut une équipe nationale qui va performer et qui peuvent gagner une Coupe du Monde. Performance. Participation. On veut des jeunes qui jouent au rugby pour garder la forme physique, puis qui continuent leur participation, puis au niveau physique, au niveau mental, on connaît la valeur que ça peut apporter juste de participer à un niveau récréationnel. Et puis, ce qu'on veut faire aussi, c'est de développer la personne par le sport. Alors, on sait que le sport peut contribuer à des choses comme le leadership, l'initiative, le contrôle de soi, la coopération entre les gens. Alors ça, ce sont les objectifs à long terme. Puis, on sait que ces objectifs-là ne sont pas conflictuels. On peut développer ces 3 choses-là sans... Alors, par exemple, on veut développer des athlètes élites. On sait que par la recherche, ce n'est pas fait au prix ou en excluant la participation et le développement personnel. Alors, ces 3 choses-là peuvent devenir ou peuvent participer en même temps sans conflit, finalement. Pardon pour le... Alors, au niveau d'une saison individuelle, qu'est-ce qu'on veut développer? Ça, puis là, je pense que ça, c'est vraiment l'importance du coaching. Lorsqu'on parle de coaching, quelles sont les choses qu'on veut développer dans nos joueurs à un niveau d'une saison? Alors, si on pense un athlète efficace ou un coach qui est efficace, au début d'une saison de rugby puis à la fin d'une saison de rugby, si on était capable de mesurer la compétence des joueurs en rugby, la confiance en eux-mêmes, en leur habilité, la dynamique sociale ou les connexions qu'ils développent avec les autres, et puis le caractère. Alors, s'il y a une augmentation de tout ça pendant une saison, on va avoir un athlète qui a fait sa job. On va avoir un coach qui va avoir fait sa job au niveau de développement de la personne, au niveau de développement de cet athlète-là. Alors, si on développe la compétence en rugby, la confiance, la connexion et le caractère. Et puis, à très court terme, je veux parler ici de l'intérêt, le développement de l'intérêt. Alors, un bon entraîneur va être capable de garder l'intérêt, puis avec les jeunes athlètes, il va être capable de déclencher un intérêt. Alors, il y a deux sortes d'intérêt. Il y a l'intérêt situationnel, puis ça se passe avec surtout les émotions et puis les réactions affectives à une activité. Puis c'est surtout déclenché par l'environnement. Alors, lorsqu'on parle de l'environnement, on parle d'avoir vraiment des pratiques avec de la nouveauté, des surprises, de la complexité, de la variabilité dans les pratiques qui permet de déclencher et de maintenir l'intérêt chez les jeunes. Puis cet intérêt-là, lorsqu'elle est déclenchée, lorsqu'elle est maintenue, elle mène à un intérêt plus individualisé. Alors, cet intérêt individualisé-là, lorsque les jeunes qui sont en rugby, par exemple, à l'âge de 12, 13, 14 ans, ça fait 2 ou 3, 4 ans qui jouent au rugby. Maintenant, ils ont développé cet intérêt individuel-là et puis ils peuvent s'engager dans des pratiques qui sont plus ennuyeuses ou qui sont plus difficiles, mais qui permettent un développement plus à long terme. Alors, c'est important de parler, de penser au développement de l'intérêt comme
au début, c'est l'environnement qui crée l'intérêt. Et puis plus tard, cet intérêt-là devrait être individualisé et puis permettre à l'entraîneur de faire des choses qui sont un peu plus complexes au niveau des pratiques. Alors, je pense que ce que je viens de présenter, ce sont les résultats au niveau de trois différents temps. Alors, plus les résultats immédiats qu'on peut conceptualiser comme l'intérêt, le plaisir qui doit se développer dans ces pratiques-là, au niveau d'une saison où on veut développer les 4 C, et puis au niveau de plusieurs saisons. Alors, si on développe les 4 C, et puis une augmentation à chaque saison de la compétence, de la confiance, de la connexion, des caractères, sur plusieurs saisons, on va avoir des athlètes qui vont participer, qui vont se développer au niveau personnel, et puis on va atteindre des niveaux élites au niveau de la performance. Alors, ce que j'aimerais maintenant me diriger, c'est plus, à moins qu'il y ait des questions, je ne sais pas si je peux prendre des questions tout de suite ou j'espère que c'est assez clair. Ça va? OK, je continue. Ce que j'aimerais parler maintenant, ce sont les déterminants. Qu'est-ce qui détermine ces résultats-là, à court terme et à long terme chez l'athlète? Alors, il y a 3 choses dont je veux parler, qui sont des éléments dynamiques qui constituent le sport. Alors, lorsqu'on parle de sport et puis qu'on simplifie le sport à sa domination le plus simple, le sport, c'est qu'est-ce qu'on fait avec qui et où, à un endroit spécifique. Alors, l'endroit spécifique, c'est l'environnement physique et compétitif, la structure physique et compétitive du rugby. Alors, le rugby, ça se joue sur un terrain, dans un certain club et dans une ville spécifique en France. Alors, ça, c'est l'environnement physique et la structure compétitive qui constitue, ça, c'est le où, c'est l'environnement où se déroule l'activité. Pour constituer le sport, on doit s'engager dans une activité. Cette activité-là, c'est ce qu'on fait dans le rugby. Alors, si tu es un entraîneur de rugby, tu vas développer une pratique, tu vas développer des parties, des matchs, tu vas avoir une saison. Et puis ça, ce sont des activités du rugby. Alors, les activités quotidiennes du rugby qui contribuent au développement de l'intérêt puis au développement de la compétence et de la confiance et ces choses-là. Et puis finalement, le rugby, c'est fait avec des gens. Alors, c'est une activité où tu as des coéquipiers, tu as des adversaires, tu as des entraîneurs, tu as des parents. Alors, ça, c'est la dynamique sociale et toutes les relations sociales qui constituent l'activité. Alors, si on simplifie le sport à son plus simple, au plus simple, c'est ce que tu fais, c'est un match, une pratique, avec qui? Avec des personnes, avec un adversaire, avec des coéquipiers, avec un entraîneur, les parents qui sont là, à un certain endroit, à un environnement physique, une situation compétitive. Et puis tout ça, ça se passe le long à travers le temps. Alors, j'ai simplifié le sport à une façon très, très simple d'expliquer qu'est-ce que le sport. Alors, c'est ce que tu fais, avec qui et où. Mais ça devient, on peut augmenter la complexité de chacun de ces engrenages-là. Alors, ce sont des engrenages qui travaillent ensemble. Et puis, tous les éléments que vous avez mentionnés, on pourrait probablement, au début de la question que j'ai posée au début de ma présentation, on pourrait les situer dans un de ces engrenages-là. Alors, vous avez parlé de la motivation, probablement que ça se situerait ici. Vous avez parlé de la famille. La famille, ça se situerait ici, au niveau de la dynamique sociale. On peut parler du club. Le club, ça se situerait ici. Ou le terrain, ou la ville, ou l'environnement physique. Mais on peut augmenter la complexité de ça en
développant ou en regardant les différentes couches qui ont une influence pour chacune de ces engrenages-là. Alors, si on parle de la complexité, on pourrait, par exemple, le rugby, c'est joué sur un terrain. Mais ce terrain-là est situé dans un club ou dans une organisation spécifique qui est située dans une ligue ou dans une communauté. Alors, si tu joues au rugby à Paris ou si tu joues au rugby plus dans un petit village en Normandie ou dans le sud de la France, ça va être différent. Il va y avoir des dynamiques sociales qui vont être différentes et il va y avoir des jeunes qui vont être impliqués dans des activités qui vont être différentes aussi. Alors, il va y avoir des dynamiques sociales qui vont être différentes. Alors, c'est le même sport, mais il y a des choses qui affectent comment on va se ressentir dans ce sport-là, comment on va s'engager dans cette activité-là, dépendant de où on pratique le sport. Alors, si on veut regarder ça, là, en Nouvelle-Zélande, le rugby, ça va être très différent aussi au niveau de la structure. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir des lignes directrices qui sont très prescriptives au niveau de c'est ça qu'il faut faire à une certaine étape. Mais il y a de la recherche qui nous dit qu'à chacune de ces couches-là, de ces éléments-là, on connaît des choses qui sont importantes. Puis c'est ce que je vais parler maintenant. Alors, ça, c'est la complexité du sport. Alors, pour chacune de nos éléments, l'environnement physique, alors, il y a des couches ici qui influencent. Et puis, chacune de ces couches-là, au début, c'est là où on a le plus d'influence, lorsqu'on le regarde de façon le plus centrale. Là. Si on regarde ici le terrain, et puis plus on s'éloigne, moins on a d'influence. Alors, c'est difficile, si tu es né à Paris, si tu vis à Paris, c'est difficile de changer la structure d'une ville. Mais on sait que la structure d'une ville va avoir une influence sur l'engagement des jeunes. Alors, c'est de comprendre ça, de comprendre l'influence de chacun de ces éléments-là et de chacune de ces couches-là qui nous permettent de comprendre un peu mieux comment on peut continuer l'engagement et comment on peut essayer de produire une performance élite dans le sport. Alors, si vous regardez chacune ici, c'est une répétition de ce que je viens de présenter, mais si on regarde l'engrenage de l'engagement physique, ou la structure physique ou l'environnement physique, alors on a le terrain, on a le club et on a la communauté. Au niveau de l'activité, on a l'engagement des jeunes en rugby, au niveau des matchs, des pratiques, mais les jeunes aussi, probablement à un bon âge, ils font d'autres sports aussi, ou ils font de l'éducation physique dans les écoles, qui leur permettent d'acquérir des habiletés qui vont avoir une influence sur leur engagement dans le rugby. Puis aussi, peut-être que les jeunes aussi, à un bon âge, ils sont engagés dans d'autres activités. Probablement qu'ils doivent être engagés dans d'autres activités. Ils vont à l'école, peut-être qu'ils font de la musique, peut-être qu'ils font de l'art, ou ils sont engagés dans leur famille, et puis ils ont d'autres activités de leur vie qui aussi vont avoir une contribution sur leur engagement dans le rugby. Au niveau des dynamiques sociales, le niveau le plus immédiat, ce sont les relations plus 1-à-1 de l'athlète avec son entraîneur, avec d'autres athlètes, avec ses parents. Mais il y a aussi la dynamique sociale au niveau de l'équipe et puis il y a la dynamique sociale au niveau de l'environnement social. Alors, les spectateurs, les arbitres, il peut y avoir des sponsors qui vont. Alors, comme vous voyez, chacun de ces couches-là a une influence, mais l'influence le plus immédiat, ce serait la couche la plus proximale de l'athlète. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais parler de chacune de ces éléments-là et puis essayer de dégager des lignes directrices. Qu'est-ce qu'on connaît au niveau de la recherche qui nous permettent de dire des choses sur l'environnement physique ou qui nous permettrait comme organisation de comprendre un peu mieux comment l'environnement physique, ça qui est appropriate setting ici, influence la performance, la participation et le développement personnel des jeunes en rugby.
Alors, au niveau de la recherche, je ne veux pas vous ennuyer avec tous ces programmes de recherche-là, mais il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'environnement physique. Et puis, ce qu'on sait que, ici, j'ai les niveaux 1, le niveau 2 et le niveau 3, qui sont les couches de mon concentrique, de mon cercle que j'avais. Alors, au niveau 1, c'est au niveau du terrain de jeu, le terrain de jeu de rugby. On sait, avec beaucoup de recherches sur l'ingénierie compétitive, sur le small-sided game, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, mais qu'on peut modifier l'environnement physique puis avoir une influence directe sur la motivation des jeunes. Alors, en rugby, je ne sais pas comment vous faites ça, mais les jeunes, probablement pas que les jeunes de 10 ans jouent sur un terrain qui a la même dimension qu'un terrain où les athlètes professionnels ou les athlètes élites jouent. Alors, c'est comme ça qu'on modifie l'environnement physique, et ça a un effet différent sur l'intérêt, sur les 4 C et sur les 3 P au niveau de l'engagement des jeunes. Au niveau du club et de l'organisation de la structure, comment on regroupe les jeunes au niveau de la maturité des jeunes, avec l'âge chronologique. Alors, tout ça, on sait que ça a une influence sur l'environnement aussi, et que ça a une influence immédiate sur les jeunes et à long terme sur les jeunes aussi. Alors, c'est d'essayer de comprendre comment cet environnement compétitif-là, comment est-ce que c'est structuré, puis quelle est la meilleure structure. Et puis finalement, au niveau 3, qui est au niveau de... On parle ici de recherches qui ont été faites sur Birthplace, l'endroit où les jeunes sont nés. Et puis, on a été capable de voir que ça a beaucoup d'influence sur l'intérêt à long terme et puis le développement à long terme. Et puis, très rapidement, on sait que les jeunes qui sont nés dans des plus petits centres au Canada, aux États-Unis, ils ont plus de chances de devenir un athlète élite. Et puis, lorsqu'on commence à comprendre ça, l'environnement physique est très important. Si tu pratiques le rugby à Paris, probablement que ça va être beaucoup plus difficile d'avoir accès à un entraînement. Et puis, il y a du trafic, et puis peut-être que tu peux jouer moins dehors, il y a moins d'espace et puis des choses comme ça. Alors, c'est des choses qui sont plus difficiles à changer, mais qu'on doit quand même essayer de comprendre pour essayer d'avoir des politiques qui vont aider au développement de l'athlète. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qui est... Ici, je fais vraiment un très large statement sur ce qu'on sait sur l'environnement physique. Mais je pense que ce qu'on peut dire au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3 de l'environnement physique, c'est que la dimension, l'accès et la structure compétitive ont une très large influence, très largement, l'expérience immédiate des jeunes dans le sport et puis leur développement à long terme. Alors, les dimensions, pensez de la dimension du terrain, la dimension de la ville, la dimension du club, l'accès au terrain, l'accès aux entraîneurs, l'accès, et puis la structure compétitive. Est-ce qu'on groupe les jeunes selon l'âge, selon leur physique? Et puis tout ça, on sait sur la recherche que ça a une influence. Et puis comment est-ce que ça l'influence? C'est qu'au niveau 1 et 2, lorsqu'on parle du club et du terrain, on peut changer les dimensions du terrain. On peut réduire le nombre de joueurs sur le terrain qui jouent en même temps. Puis ça, on sait que ça peut influencer l'intérêt, diminuer ou augmenter l'intérêt. Ici, j'ai écrit, on peut modifier l'équipement, alors la dimension de la balle, ou on peut changer les règlements de la compétition. Est-ce qu'on garde le score pour les jeunes, le nombre de joueurs qui sont sur le terrain en même temps? Alors, toutes ces choses-là peuvent être changées. C'est difficile à changer pour un entraîneur, mais c'est des choses au niveau d'une organisation qu'on peut penser et puis qui vont avoir un effet.
Très rapidement ici, le niveau 3, le niveau le plus distant, on sait que la dimension d'une ville et puis l'accès, la proximité d'un club a une influence sur la performance à long terme. Alors, ce que je veux conclure ici au niveau de l'environnement physique, c'est que la dimension, l'accès et la structure compétitive va avoir une influence sur les deux autres engrenages de l'activité et de la dynamique sociale. Et puis ça va influencer qu'est-ce que les coachs vont faire sur le terrain. Ça va influencer la dynamique sociale et puis ça va influencer l'environnement social aussi. Puis tout ça ensemble, ça va influencer les 3 P à long terme. Alors, ce que je veux faire ici, juste pour continuer, c'est je viens de parler de appropriate setting, l'environnement physique et compétitif. Maintenant, je vais parler de l'engagement de l'activité. Et qu'est-ce qu'on connaît en recherche au niveau de l'engagement des activités? Alors, l'activité, c'est les choses que tu vas faire comme joueur. C'est ce que les jeunes sont impliqués. Alors, au niveau 1, c'est le rugby. Alors, au niveau du rugby, tu as des choix comme entraîneur de choisir la pratique délibérée, le jeu délibéré. Il y a beaucoup de recherches en non-linear pedagogy, beaucoup de recherches en pédagogie qui nous permettent d'avoir un plan d'entraînement, une saison d'entraînement qui va influencer la motivation puis l'engagement des jeunes. On sait aussi au niveau 2 que la spécialisation précaire a un effet négatif sur l'engagement. Alors, lorsque tu parles de rugby, au niveau 2, on parle de l'importance de donner du temps aux jeunes pour s'impliquer dans d'autres activités, dans d'autres sports, et puis leur permettre de faire un choix. Alors, c'est cette idée de diversification, diversifier le genre d'activité sportive et de ne pas toujours être engagé 20 ou 25 heures par semaine seulement sur le rugby. Mais ça va se passer à un âge un peu plus vieux. Et puis finalement, d'autres activités qui sont aussi importantes dans la vie des jeunes. Alors, les jeunes doivent dormir, doivent aller à l'école et puis doivent s'engager dans des relations sociales. Alors, donner l'opportunité pour... Puis ça parle ici tout au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3, ce qui semble un facteur commun, c'est cette diversité-là. La diversité en rugby, la diversité avec d'autres sports et puis la diversité aussi dans d'autres activités. Alors, c'est ce qui semble se dégager de toutes ces recherches-là qui ont été faites au niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 des activités. La diversité. Alors, si tu prends seulement ce principe-là, cette ligne directrice-là, ça donne beaucoup de direction au niveau de qu'est-ce que l'entraîneur doit faire durant une saison. Qu'est-ce qu'un club doit faire pour permettre aux jeunes de pratiquer d'autres sports? Et puis, qu'est-ce qu'une ville doit faire pour permettre aux jeunes de s'engager dans d'autres activités, peut-être en musique qui permet un équilibre social, puis un équilibre qu'ils vont développer et puis qui vont permettre aux jeunes de se passionner pour le sport. Je veux juste ici aller très rapidement là-dessus, mais c'est des modèles ici au niveau 1, seulement qu'en rugby, il y a un choix d'activités qu'on peut choisir, qui sont la pratique délibérée, le jeu ici, c'est Teaching Game for Understanding ou Play Practice, où tu intègres dans tes pratiques du jeu. Il y a le jeu délibéré, donner des endroits aux jeunes où ils peuvent jouer au rugby sans entraîneur, alors, ce qui est très important, ce qu'on connaît que ce sont des activités qui sont très importantes à faire. Alors ça, c'est au niveau 1. Puis au niveau 2, on sait que l'exploration de différents sports et de différents environnements sociaux sont très importants pour le développement d'athlètes élites,
puis aussi le développement d'athlètes récréationnels qui vont continuer à jouer. Alors, je veux juste vous montrer ça rapidement. Il y a différents parcours qui sont le parcours de l'early specialization, la spécialisation précaire, ou l'échantillonnage, des années d'échantillonnage, qui mènent à la performance, la participation, les 3 P dont on avait parlé. Je sais que je dois conclure assez rapidement ici. Donnez-moi 5 minutes encore, mais je veux juste vous montrer ici le genre de recherche qu'on peut faire juste avec un principe comme la diversité à ces différents niveaux-là. J'ai été engagé, je me suis engagé dans les 3 ou 4 dernières années avec le NBA, la Youth Basketball Guideline, pour essayer de donner des... Puis vous pouvez regarder sur le web ces recommandations-là, mais donner des recommandations pour les jeunes qui pratiquent le basketball aux États-Unis. Puis ce que je veux vous montrer ici, c'est juste comment ça change et puis les recommandations qu'on a données, comment est-ce que ces lignes directrices-là changent avec l'âge. Et puis ici, on peut même se permettre de penser la longueur d'un match à différents âges, comment ça doit varier, puis comment ça peut augmenter avec l'âge. Le nombre de matchs par semaine, le nombre de pratiques, et puis la longueur des pratiques par semaine. Et puis, on avait des recommandations aussi au niveau de la NBA ici qui étaient sur, si tu regardes les recherches sur le sommeil, les jeunes doivent dormir. Alors, lorsqu'on parle d'heures de sommeil qui sont recommandées pour différents âges, et puis le nombre de mois par année qu'on suggère pour pratiquer le basketball. Et puis, on voit une augmentation avec l'âge encore. Et puis, finalement, le nombre de matchs par jour, parce qu'en basketball, ils vont jouer une fin de semaine, un week-end, et puis ils vont jouer plusieurs matchs. Alors, on a recommandé ici le nombre d'heures par jour et le nombre de joutes par jour, de matchs par jour recommandés. Alors, ça, c'était personnel d'engagement, l'activité ici. Le dernier élément que je veux parler, c'est la dynamique sociale. Et puis, je suis le même principe au niveau de la structure. Alors, lorsqu'on parle de dynamique sociale, ce sont les relations sociales que j'établis comme jeune avec mes entraîneurs, avec mes parents. Alors, c'est très, très gros et c'est très complexe comme champ de recherche. Et puis, les relations, il y a des relations 1 à 1 ou plus interpersonnelles, mais il y a aussi les relations au niveau de l'équipe. Alors, lorsque tu parles de rugby, la cohésion de l'équipe, le teamwork, l'identité sociale de l'équipe, le climat motivationnel dans l'équipe. Et puis, il y a aussi l'environnement social qui est le plus distant encore. Alors, au niveau de comment est-ce que les jeunes interagissent à l'école ou avec le club ou avec des gens qui sont un peu plus distants de l'activité. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites sur la motivation, puis sur les dynamiques sociales. Alors, encore une fois, je fais un grand, grand saut, puis je vous présente qu'est-ce qu'on connaît de toutes ces recherches-là. Quel genre de ligne directrice est-ce que je peux dégager de toutes ces recherches-là? Puis pour moi, la chose la plus importante ici, c'est que lorsqu'on parle de dynamique sociale, on doit parler de quelle est cette dynamique-là, quelles sont ces relations-là au niveau individuel, au niveau de l'équipe, au niveau de l'environnement social, qui doivent permettre aux jeunes de se sentir que ce qu'ils font est important, puis comme personne, ils se sentent importants aussi dans cette situation-là. Alors, encore une fois, ce sont des très, très, très larges implications ici que je fais, basées sur plusieurs recherches. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de principes ici qu'on pourrait élaborer. Mais je pense que c'est ça qui est le plus important. Si une personne, si un jeune dans une équipe se sent important,
et puis sent que son rôle, qu'il contribue à l'équipe, on gagne et puis il devrait y avoir engagement à long terme. Et puis, je pense que la meilleure façon d'expliquer ça, ici, on a fait beaucoup de recherches sur le leadership, mais c'est une bonne façon d'expliquer comment un entraîneur et puis comment une organisation peuvent aider les jeunes à se sentir importants. Puis pour moi, il y a plusieurs styles de leadership. Il y a des leaderships toxiques ou laisser-faire ou neutres ou transactionnels. Mais le leadership qui semble se distinguer pour aider les gens à se sentir importants, c'est le leadership transformationnel. Et puis, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 I. Alors, je vais aller rapidement ici, mais ce sont l'influence, idealize influence, être un modèle pour tes joueurs, être une inspiration au niveau motivationnel, aider les jeunes à comprendre ce qu'ils font, à s'engager cognitivement dans l'activité, demander des questions, vraiment les impliquer dans le coaching, et puis considération individuelle. Les comprendre au niveau de la personne, au niveau individuel. Si on est capable de faire ça, et puis ça, c'est Transformational Coaching, on a 11 comportements qui sont associés aux 4 I de Transformational Leadership. Et puis, on a dégagé, puis on est capable d'observer ces genres de comportements-là chez l'entraîneur. Alors, ça, c'est le how en anglais. Le how, c'est le comment du coaching. Lorsqu'on parle de coaching leadership, on parle de comment est-ce qu'on donne de l'instruction. Tous les entraîneurs vont faire de l'instruction, mais comment est-ce que tu donnes de l'instruction? Il y a plusieurs façons de le faire. Puis c'est cette façon-là qui vont déterminer comment les jeunes se sentent. Puis comment ils se sentent va avoir une influence sur leur intérêt, sur leurs compétences, leur confiance et puis sur leur développement à long terme. Alors, je veux ici, je vais aller rapidement, mais je veux... Vous avez encore un petit peu de temps, hein, si vous voulez, Jean. OK, je veux juste conclure ici pour vous dire que j'ai essayé de vraiment simplifier avec les 3 éléments que j'ai parlé. Qu'est-ce que c'est le sport? Et puis le sport, encore une fois, c'est ce que tu fais, avec qui et à un endroit spécifique. Alors, ces 3 éléments-là ensemble, ça constitue une expérience. Puis cette expérience-là, ces expériences-là répétées à travers le temps vont être liées à des résultats à court terme et à long terme. Mais lorsqu'on regarde la simplicité de tout ça, ça devient beaucoup plus complexe lorsqu'on regarde les différents niveaux de chacun de ces éléments-là. Puis ce que j'ai essayé de dégager, ce sont qu'est-ce qu'on connaît en recherche. Et puis encore une fois, j'ai simplifié ça beaucoup. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que tu peux avoir une intervention à un niveau de ces engrenages-là qui va avoir un effet sur tout le système au complet. Alors, par exemple, si je fais une intervention au niveau des entraîneurs, au niveau de Transformational Coaching, cette intervention-là, au niveau du Transformational Coaching, va avoir un effet sur la dynamique de l'équipe, qui peut avoir un effet sur l'environnement social. Et puis tout ça va avoir une influence sur chacun de ces engrenages-là. Alors, c'est pour ça que l'engrenage, ça fonctionne tout ensemble. Je peux avoir une intervention au niveau du... je réduis la dimension du terrain ou je réduis le nombre de joueurs. Ça va avoir une influence sur les relations sociales, puis ça va avoir une influence comment est-ce que je vais ressentir l'engagement dans cette activité-là, dans cette pratique-là. Alors, c'est très complexe, mais c'est très simple aussi. À un moment donné, tu te dis, OK, puis ce genre de modèle-là nous permet de voir, c'est de voir lorsque je fais une intervention, c'est où que j'interviens. Puis comment est-ce que ça affecte les autres engrenages de ce système-là. Alors, c'est un système de plusieurs systèmes. Et puis, pour conclure,
c'est le Personal Assets Framework qui a des résultats immédiats, à court terme et à long terme. Mais je pense que ce qui est très important comme entraîneur, c'est de comprendre que les résultats à long terme, on ne devrait quasiment pas s'en soucier. Ce qu'on devrait se soucier, c'est surtout de garder l'intérêt, de déclencher l'intérêt, de maintenir cet intérêt chez les jeunes, de développer leurs compétences, leur confiance, leur connexion et leur caractère. Puis si ça se répète sur plusieurs saisons, il va y avoir des résultats à long terme. Alors, les résultats immédiats à court terme et à long terme. Et puis, je veux juste conclure sur les choses que j'ai dit au niveau des lignes directrices. Alors, au niveau de l'environnement physique, les dimensions, l'accès et la structure compétitive sont très importantes. Au niveau de l'engagement dans une activité, la diversité des activités au niveau du rugby, mais aussi la diversité avec d'autres sports et d'autres activités. Et puis, la dynamique sociale, être certain que dans tout ce qu'on fait comme intervention au niveau social, que les athlètes se sentent bien et se sentent qu'ils ont un rôle important à contribuer à l'équipe et à leur contribution au sport. Alors, j'arrête ici. 2 minutes. Ça a été un peu plus long mais j'espère que ça vous a plu. Et puis, merci, je vais Jean. répondre à des questions si vous avez des questions. Oui, merci Jean. On a pas mal de questions qui se posent et on n'est pas sûr de pouvoir toutes les poser, mais déjà merci pour la qualité de cette intervention parce que je pense que ce sont des connaissances qu'on n'a pas forcément, même dans nos formations, même dans les formations expertes en psychologie du sport. Donc c'est vraiment super qu'on puisse bénéficier de ça. Je vais donner la parole à certains auditeurs qui ont posé des questions. Antoine Relave notamment, si Antoine, tu veux bien prendre le micro pour pouvoir poser ta question à Jean. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je me posais la question en vous écoutant. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'en France, il y a des études qui ont montré que la proximité entre le centre de formation et la cellule familiale influait beaucoup sur la réussite future d'un adolescent. Et je crois que ces chiffres étaient très, très faibles, c'est-à-dire que c'est à plus de 100 km entre le centre de formation et la cellule familiale, les chances de réussite étaient beaucoup plus faibles. Et je me posais la question si en Amérique du Nord, où les distances sont beaucoup plus grandes et avec une organisation du sport très différente, si vous aviez eu des résultats similaires. Je ne peux pas te parler beaucoup de la proximité au Canada. Il n'y a pas beaucoup d'études au Canada, aux États-Unis, mais je connais une étude au Danemark qui a été faite sur la proximité d'un club élite. Les jeunes qui demeuraient le plus près d'un club élite en soccer avaient plus de possibilités ou avaient une plus grande chance d'atteindre un niveau élite au soccer. Je ne suis pas au courant de l'étude que tu parles de la France. Mais au Canada, les seules études qu'on a, c'est que les athlètes en hockey sur glace, proviennent de plus petites villes, pas des grands centres comme Montréal ou Toronto, mais des centres un peu plus, des centres environ 50 000 habitants, entre 50 000 et 100 000 habitants. Alors, je pense que c'est important de comprendre ces études-là, mais aussi d'essayer de comprendre. C'est pas vraiment de déménager ou essayer d'acheter une maison auprès d'un club. T'sais. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça crée, ces conditions-là. Ça crée peut-être un accès. Alors, c'est d'essayer de comprendre plutôt les conséquences de ces environnements physiques-là sur la pratique sportive et puis sur la dynamique sociale qui existe. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Antoine? Oui, merci. J'avais plus le micro. Oui, merci. Et puis, je pense aussi effectivement dans le choix des clubs, c'est-à-dire de pas toujours chercher forcément à aller dans le plus grand club, mais le club
qui permet aux jeunes de pouvoir rentrer chez lui le week-end et de garder un lien avec sa famille. Exactement. Merci. Merci Antoine. Jean, encore une autre question pour toi de Georges Aravena. Si Georges, tu veux bien prendre la parole pour pouvoir échanger avec nous. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Oui, bonjour Jean. Écoute, la question elle est très simple. Je voulais juste savoir quel a été le retour des staffs de la NBA là vis-à-vis des recommandations que vous avez fournies, hein. Je pense notamment peut-être à tout ce qui est en rapport à la diversification de la pratique sportive, y compris dans le cas des joueurs de haut niveau. On est en train de faire des études pour voir les résultats. C'est frustrant des fois parce qu'on fait ces recommandations-là, mais souvent, ce n'est pas appliqué. Alors, on essaie. Et puis moi, à un moment donné, comme chercheur, tu fais les recommandations, mais il y a un groupe de gens qui essaient d'appliquer ça. Et puis, vraiment d'implanter ces recommandations-là dans les ligues aux États-Unis. Mais je ne peux pas te dire les résultats de ça. C'est très récent. Hein? C'est l'an passé qu'on a créé ces recommandations-là. Bien. Est-ce que c'était ta question, Georges? Georges, peut-être le micro à ouvrir. On a perdu Georges. Bon, on enchaîne alors. Peut-être qu'il y a eu un souci de connexion. J'aimerais aussi passer peut-être la place pour une dernière question. Je m'excuse déjà auprès de tous ceux qui en posent aussi, parce qu'on a des contraintes de temps à respecter. Alors, c'est JCN. JCN, si tu peux prendre la parole pour poser ta question. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Moi, ma question, elle est très pragmatique. On a dans notre pratique du rugby un certain nombre de gamins qui commencent la pratique dans leur petit club local avec un niveau d'intensité qui n'est pas forcément très élevé. Ça s'approche un peu du rugby loisir. Et à un moment donné, ils sont détectés par un club plus structuré où l'intensité est plus importante. Et ils perdent, en rejoignant ce club plus structuré, ce rôle de leader qu'ils avaient dans leur petite structure auparavant, où ils étaient le joueur dominant. On a tous un match d'école de rugby où le gamin prend le ballon et tout le monde crie autour du ballon, va marquer, va marquer. Et tout d'un coup, il se retrouve dans une structure où il ne peut plus faire ça, où l'adversité est plus importante, l'exigence est plus élevée. Et souvent, on perd les gamins à ce moment-là parce que ce rôle prédominant qu'ils avaient d'abord, ils le perdent et ils perdent leur motivation en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y a une manière plus efficace d'accompagner cette transition pour les gamins et de leur permettre de s'amuser aussi, même s'ils ne sont plus les plus forts? Ouais, si j'avais la réponse à cette question-là, je pense que je serais très riche. C'était une très bonne question. La seule chose que je peux dire pour moi qui est très, très important au niveau de ces transitions-là dans une carrière, c'est que le jeune doit être prêt à faire cette transition-là. Ça ne doit pas être imposé par un système. Et puis, ces transitions-là peuvent arriver à différents âges. Pour moi, ce qui serait le plus important, c'est seulement qu'en anglais, que c'est de diversifier avant de spécialiser et puis de jouer avant de pratiquer intense. Alors, si le jeune a été capable d'essayer plusieurs sports, de faire du rugby, de faire du basketball, de jouer au golf, de jouer au tennis, d'essayer, puis il fait un choix informé. Ce choix-là est fait. Et puis là, lorsque je parlais d'intérêt individuel, il a développé cet intérêt-là. Et puis, il peut se permettre de faire face à de l'adversité ou à des difficultés. Et puis l'autre point que je voulais faire, c'est que de jouer avant de pratiquer de façon intense. Alors, de jouer puis d'avoir du plaisir. Et puis, la transition peut se faire beaucoup plus facilement à une pratique plus intense. Alors, je pense qu'il y a un choc lorsque ces deux choses-là ne sont pas arrivées avant ces pratiques intenses-là où il passe beaucoup de temps seulement dans un sport.
Très bien. Très bien. Merci Jean. Merci à tous pour vos questions. Encore toutes nos excuses de ne pas pouvoir tous les poser. Euh, Merci pour la qualité de cette intervention. On n'espérait pas tant et c'est top. Merci encore. Je dois donc du coup respecter le timing cette fois-ci et laisser la parole à une autre intervenante qui est donc Hélène Joncheret, sociologue du sport à l'INSEP. Hélène, je te laisse partager ton écran et intervenir. Bonjour à toutes et à tous et merci à Julien Piscione et à Michael Campo pour cette invitation, ainsi qu'à Olivier pour les aspects organisationnels. Et je suis ravie d'intervenir après Jean Côté et je pense que même si nos interventions ont pris des orientations un petit peu différentes, je pense que le dialogue entre les éléments qui ont été abordés par Jean Côté et ce que je vais vous présenter aura de l'intérêt, en tous les cas, je l'espère. Et donc, pour revenir sur ma présentation, lorsque je la préparais, justement, j'ai réalisé que ça faisait presque un an déjà, jour pour jour, que nous avions échangé dans le cadre du webinaire Sciences et Rugby 2020 sur un autre sujet, celui des carrières des entraîneurs, mais déjà avec cette volonté affichée par la Fédération française de rugby de prendre en compte les facteurs sociaux dans l'optimisation de la performance. Donc merci de m'inviter à nouveau pour échanger cette fois-ci non pas spécifiquement à propos des entraîneurs, mais plus directement des joueuses et des joueurs de rugby, et notamment ceux à potentiel, même si bien sûr le rôle des entraîneurs a été rappelé et est majeur dans justement l'optimisation de la performance des joueuses et joueurs. Comme j'avais précisé par ailleurs il y a un an également, la Fédération française de rugby tient une place toute particulière dans mon cœur en tant qu'ancienne joueuse de rugby. Et je vais d'ailleurs préciser quelques éléments de mon propre parcours, ou de ce que je pourrais appeler mon équation personnelle en quelque sorte, pour partager avec vous le contexte dans lequel les idées que je vais exposer aujourd'hui ont pris forme. Donc après avoir fait un très court passage en tant que responsable de la cellule recherche de la Fédération française de rugby, j'ai été maîtresse de conférences en STAPS et je suis actuellement détachée sur un poste de chercheur en sociologie au laboratoire Sport Expertise et Performance de l'INSEP, où je suis également responsable d'un des 3 thèmes du laboratoire, un thème qui s'intitule « Équilibre de vie ». Et c'est dans le cadre de mes fonctions, comme mes collègues, que nous réalisons des travaux de recherche dont l'objectif est justement d'accompagner scientifiquement les institutions sportives à tout mettre en œuvre pour optimiser les performances des sportifs et du staff qui les encadre. Hélène, donc c'est dans ce contexte. Est-ce que tu fais défiler les slides ou pas là? Pas encore. Mais vous êtes, je ne suis pas sur un... C'est mieux peut-être comme ça. Très bien. Merci. Je me disais qu'il me manquait un truc, mais merci bien. Donc c'est dans ce contexte que sont issus justement les travaux, les réflexions que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc je vais vous proposer une présentation en 3 temps. C'est une présentation qui sera un peu plus courte, qui durera une vingtaine de minutes maximum, si je tiens bien mon pari. Le premier temps sera quelque chose d'assez concret en quelque sorte, dans le sens où mon objectif, ça va être de montrer si les facteurs sociaux peuvent tout changer ou non. Donc je ne vais pas préserver le suspense très longtemps, je peux donc déjà vous répondre par la négative, alors dans le sens où les facteurs sociaux ne peuvent pas tout changer, mais comme nous allons le voir, les facteurs sociaux impactent la performance et peuvent donc être mobilisés pour l'optimiser au mieux. Donc oui, les facteurs sociaux peuvent changer des choses, mais dans la multifactorialité de la performance sportive, ils ne peuvent pas tout changer. Dans un deuxième temps, je vous présenterai peut-être quelques écueils qui nous semblent indispensables à éviter dans l'utilisation justement de ces facteurs sociaux en vue d'optimiser la performance. Ce sont des écueils qui sont issus des recherches qu'on a menées et que l'on mène actuellement, et donc d'échanges réguliers avec les acteurs de la haute performance. Et dans une dernière partie conclusive, on verra comment justement on tente dans un futur proche d'éclairer la pertinence des programmes d'identification et d'accompagnement des potentiels. Alors ce sera surtout d'ailleurs l'accompagnement des potentiels plus que l'identification, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc 3 parties, une première qui correspond plutôt à ce qu'on fait actuellement et à ce qu'on partage au quotidien avec les institutions sportives pour optimiser en quelque sorte les facteurs sociaux dans un but de performance. Une deuxième partie sur les précautions qui nous semblent vraiment indispensables à prendre en compte et qui sont justement liées aux conclusions de ces travaux. Et puis une troisième plutôt projective sur un travail auprès des joueuses de rugby.
Donc, c'est un travail, alors aujourd'hui c'est moi qui vous le présente, mais les travaux que l'on mène sont des travaux collectifs, collaboratifs. Vous voyez qu'on a un certain nombre de chercheurs ou d'étudiants-chercheurs. Ceux qui sont indiqués en gras sont INSEPiens, donc travaillent à l'INSEP. Et il y a une petite précaution aussi que je dois prendre avant de vous présenter certains de ces travaux, c'est qu'ils ne portent pas à proprement parler sur les joueuses ou joueurs de rugby, mais plus globalement sur les sportifs de haute performance. Donc, une partie des travaux que nous avons menés se sont intéressés aux conditions de préparation des sportifs olympiques et paralympiques français suite aux Jeux de Rio. En fait, on est parti d'un constat que nous n'avions que des données parcellaires justement sur ces conditions de préparation des sportifs français, et notamment, et c'est un élément qui va nous intéresser fortement aujourd'hui, sur ce qui distingue les plus performants des moins performants, d'un point de vue social justement. Donc, en tant que sociologue, on a souhaité nous intéresser à des, entre guillemets, des déterminants sociaux, ce qui nous détermine, nous, en tant qu'individus socialement parlant, mais également aux environnements, qui ont beaucoup aussi été évoqués à l'instant par Jean Côté. Donc, aux environnements, et notamment ceux les plus propices à l'optimisation de la performance, donc ces environnements dans lesquels les sportifs évoluent. Donc, nous avons réalisé des enquêtes avec 2 méthodologies différentes qui sont des outils très classiques pour les sociologues, des questionnaires et des entretiens. Donc, une enquête auprès d'une population plus conséquente par questionnaire, comme c'est fréquemment le cas, et puis un petit peu moins conséquente, même beaucoup moins conséquente pour l'enquête par entretien, pour des raisons tout simplement de coûts humains et financiers. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la méthodologie que l'on met en place en tant que sociologue, donc des coûts humains et financiers quant à la récolte et au traitement des données. Alors, je vais vous présenter une infime partie des données et des analyses que nous avons pu réaliser sur ces facteurs sociaux. Et surtout, j'ai choisi de mettre la focale sur les facteurs qui se sont révélés en quelque sorte discriminants en termes d'atteinte de performance, et performances que nous avons identifiées dans le cadre de cette étude par une médaille, par l'obtention d'une médaille aux Jeux de Rio. Donc, je vais vous présenter 2 diapositives là, qui vont suivre. Une première en termes d'identification finalement des profils, en termes de déterminants sociodémographiques. Donc, qui sont les sportifs médaillés? Quels sont les déterminants sociaux qui les caractérisent? Et puis une deuxième diapositive qui sera plutôt liée, elle, aux conditions de préparation, aux environnements sociaux, et donc plutôt en termes d'environnement sportif. Donc, sur ce premier point, sur les déterminants sociaux, nous retrouvons des critères assez basiques, tels l'âge, le sexe, le statut matrimonial. Donc, on a pu observer qu'il y avait des liens, en tous les cas, que les variables évoluaient en même temps les unes les autres entre la performance atteinte à Rio et l'âge, mais qui reste bien sûr un travail à pousser, par exemple, en termes de nombre d'années d'expérience. L'âge n'est pas suffisant. Nous avons également observé des liens entre la performance atteinte à Rio et le statut matrimonial, dont la parentalité, eux aussi d'ailleurs qui sont en partie liés à l'âge. Nous avons pu observer des liens entre la performance atteinte à Rio et les conditions socio-économiques, c'est-à-dire que les sportifs ont besoin d'être dans des conditions socio-économiques favorables pour performer. En tous les cas, il y a un lien entre ces conditions et l'obtention d'une médaille. Et puis également un lien entre la performance atteinte à Rio et le projet de vie, et principalement le projet de vie, alors en termes plutôt de projet d'études et du nombre d'heures octroyées à ce projet d'études, donc ce volume horaire en quelque sorte. Alors ces déterminants nous interpellent bien sûr dans leur lien avec la performance, mais c'est là où nous devons déjà avoir, comment dire, être relativement prudent, parce que certains de ces déterminants sociaux, comme vous vous êtes certainement fait à la réflexion justement, sont difficilement, voire de façon impossible, mobilisables. Et il y a un exemple que je prends très souvent et que je n'ai pas exposé ici parce qu'on n'a pas les chiffres, mais qui concerne la situation matrimoniale des parents des sportifs. Donc si par exemple dans les enquêtes en sciences sociales, on en venait à montrer que les parents des sportifs les plus performants étaient divorcés, cet élément ne constituerait pas pour autant, je l'espère, ni un critère de sélection entre 2 sportifs, je pense par exemple ici au potentiel, ni encore moins, j'ose espérer, un facteur à mobiliser par les sportifs pour faire en sorte que leurs parents divorcent, pour ainsi optimiser leur performance. Donc vous voyez, ça fait partie des éléments, même si là c'est formulé sous forme de boutade, mais des éléments à prendre en compte et pour lesquels il faut qu'on soit très précautionneux quand on projette ce type de données. Alors, au-delà de ces éléments qui nous permettent de déterminer avec un peu plus de précision
quels sont ceux qui ont performé à Rio. Nous avons également souhaité, comme je vous le disais, identifier les environnements dans lesquels ces sportifs ont évolué. Donc, on a pu observer notamment une absence de lien entre la performance atteinte à Rio, c'est-à-dire être médaillé ou non médaillé, et le nombre d'heures d'entraînement, dans le sens où aujourd'hui, et sans surprise d'ailleurs, le nombre d'heures d'entraînement ne constitue plus un facteur discriminant permettant de distinguer les médaillés des non médaillés, en tous les cas, bien sûr, à l'échelle de ces enquêtes. Nous avons également pu voir qu'il y avait des liens entre certains facteurs d'optimisation de la performance qui étaient plus ou moins privilégiés par les médaillés et non médaillés, en termes, par exemple, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, de préparation mentale, d'utilisation de nouvelles technologies, ou encore autour de la question de la blessure. Donc, sur ces éléments que je voulais balayer relativement rapidement et qui sont accessibles d'ailleurs sur HAL, sur lequel sont stockés les différents rapports réalisés à l'INSEP, je voulais conclure sur cette première partie pour dire que oui, la sociologie a son mot à dire pour accompagner scientifiquement les sportifs et le staff les encadrant, ou tout au moins les institutions qui en ont la charge, pour proposer justement à ces derniers les meilleures conditions possibles en termes d'optimisation de la performance. Pour autant, et c'est à ça que je voulais arriver, ces précautions d'emploi qui nous semblent vraiment importantes d'un point de vue éthique. Donc, il y a plusieurs écueils, selon nous, à éviter. Le premier, c'est que les facteurs sociaux sont souvent perçus dans le monde du sport comme des facteurs qui seraient plutôt des facteurs secondaires, voire parfois comme des facteurs qui ne seraient ni impactants ni mobilisables dans l'optimisation de la performance. Et c'est un petit peu ce qu'écrivent ces auteurs alors, en 2004. Donc ça date un petit peu, mais qui évoquent les facteurs sociaux comme étant des facteurs secondaires. Alors nous bien sûr, on n'est pas en accord avec cette citation, mais pour autant, et c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, les facteurs sociaux, on ne doit pas accorder une importance démesurée aux facteurs sociaux, dans le sens où ils sont au même titre que les autres facteurs, des facteurs d'optimisation de la performance, mais ni plus ni moins. Et je voulais aussi justement aborder ces quelques éléments et qui me semblent importants à avoir en tête à la fois lorsque l'on mène des recherches en sociologie et à la fois lorsqu'on souhaite justement formuler des préconisations en tant qu'institution ou en tant que chercheur qui va formuler justement des préconisations envers les institutions. C'est qu'il y a un certain nombre de contraintes et qui sont peut-être davantage méconnues que vis-à-vis des autres facteurs d'optimisation de la performance, parce que la sociologie a quand même une histoire assez récente dans l'optimisation de la performance sportive. Et je voulais revenir simplement sur le quatrième point, et je pense en plus que ça fait le lien aussi avec l'intervention de Jean Côté, sur le fait que les facteurs sociaux soient des facteurs qui sont à la fois des facteurs dynamiques, c'est-à-dire que pour un même athlète, leur situation peut évoluer, ou sa situation peut évoluer dans le temps, et ce sont des facteurs qui sont aussi singuliers. Alors là, ça n'est pas une découverte dans le monde du sport, puisqu'on est vraiment sur une individualisation des parcours de performance, mais singulier, comme je vais vous le montrer quand même par l'intermédiaire de deux exemples d'une enquête récente que l'on a effectuée pour la Fédération française d'athlétisme, et qui va d'ailleurs permettre de revenir sur les quelques éléments, les quelques déterminants que j'ai abordés relativement rapidement au début, mais qui va permettre justement de montrer à quel point il faut prendre des précautions lorsqu'on présente ce type de résultats. Donc c'est une enquête, comme je le disais, qui a été menée par l'intermédiaire, enfin en tous les cas avec le soutien dans un premier temps et à la demande de la Fédération française d'athlétisme, qui a obtenu après un financement complémentaire par l'intermédiaire du ministère des Sports. Et donc, c'est un échantillon qui était constitué des athlètes français les plus performants, qui par ailleurs, et c'est un élément aussi sur lequel je reviendrai par la suite dans la troisième partie de ma présentation, qui par ailleurs, malgré un échantillon remarquable, quand même, si je peux me permettre, d'un point de vue des niveaux de performance atteints, qui par ailleurs montre quand même des performances quelque peu différentes. C'est-à-dire qu'on parle souvent de haute performance ou de haut niveau, mais au sein de ces groupes qui semblent être un petit peu homogènes en termes de performance atteinte, on voit qu'il y a des différences entre eux et qui sont importantes justement aussi peut-être parfois à prendre en compte dans certaines des analyses sociologiques. Alors, qu'est-ce que l'on a pu constater dans ces profils d'athlètes ?
Alors, je vais revenir peut-être à la diapositive précédente, juste pour introduire les deux diapositives qui vont suivre. La première diapositive va revenir sur ce qu'on appelle parfois le double projet, ou plutôt de façon un peu plus appropriée, le projet de vie. Et tout à l'heure, je vous disais justement qu'il y avait un lien fort entre le nombre d'heures consacrées à ce projet d'études et la performance. C'est-à-dire qu'un projet d'études qui est trop coûteux en temps peut avoir une influence négative sur la performance. Et sur la diapositive qui va suivre ensuite, on va plutôt échanger, je vais plutôt vous montrer des résultats sur le lien entre la performance sportive et, entre guillemets, la performance économique. Donc, sur cette diapositive qui nous présente justement ces liens entre les projets de vie, les projets de reconversion, les projets d'études, on a pu observer que pour le même échantillon des 30 athlètes avec lesquels nous avons mené des entretiens, on avait des profils d'athlètes assez différents et qu'il s'avérait difficile de faire des liens entre les performances obtenues et le type de profil d'athlète, si ce n'est dans le premier cas de figure, où on retrouve des athlètes top élite et élite, donc les athlètes, les masters en quelque sorte de l'échantillon, qui ne sont que 4 sur les 30 avec lesquels nous avons mené des entretiens, et qui sont des athlètes qui, eux, ont un projet qui est défini dès le départ et qui anticipent sans cesse les liens entre ce projet d'études, ce projet de reconversion également, et leur projet de vie sportive ou de performance sportive. Et vous voyez qu'après, on a vraiment un mélange, entre guillemets, en termes de niveau de performance atteint et de profil préférentiel dans la construction justement de ce projet de vie. Et ce qu'il faut en plus retenir, c'est que ces profils sont des profils qui sont dynamiques. Donc si on interrogeait demain ces mêmes athlètes, on obtiendrait peut-être des réponses qui seraient différentes. Donc là encore, ça montre toute la nécessité de prendre des précautions par rapport à ces données qui nous ont quand même semblé intéressantes, notamment justement en termes d'hétérogénéité. Sur le lien entre les ressources financières et la performance, alors comme vous le savez, je l'ai présenté tout à l'heure et sans surprise, les athlètes ont besoin la plupart du temps d'être dans une situation financière stable. En tous les cas, on voit qu'il y a un lien quand même qui est assez fort entre l'atteinte de performance et cette situation financière qui est stable. Donc, il y a d'ailleurs des mesures fortes de l'Agence nationale du sport autour du projet Ambition Bleue qui ont été mises en place pour accompagner au mieux les athlètes sur ce plan-là. Et nous, ce qu'on a pu constater auprès des athlètes en athlétisme, justement, c'est que ce gain financier qui est associé à une performance sportive pouvait parfois finalement placer les athlètes dans des situations précaires. Et c'est le cas alors le seul profil sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu, de ceux qui vivent justement les montagnes russes, qui, vous voyez, sont situés finalement dans qu'on a surnommé en quelque sorte les précaires, et qui se retrouvent dans cette situation de précarité suite justement à la réalisation d'une performance sportive conséquente qui leur a permis d'obtenir des ressources économiques, mais qui au final, avec des difficultés en termes notamment d'accompagnement dans la gestion de cette manne financière, qui au final les a comment dire, entre guillemets, poussés en quelque sorte vers un chemin de précarité financière. Donc oui, la situation, en tous les cas, l'accès à une manne financière est importante, l'accompagnement également. Alors, pour finir, je n'ai pas regardé tout à fait l'heure à laquelle j'avais débuté, mais en tous les cas, sur la troisième partie qui sera la plus courte, au sujet de laquelle je voulais échanger un petit peu. Et c'est donc en collaboration avec la Ligue des Hauts-de-France et la Fédération française de rugby que nous débutons tout juste un projet de recherche, une thèse CIFRE, sur justement la façon dont la sociologie pourrait éclairer les programmes d'accompagnement des potentiels avec toutes les précautions à prendre et que j'évoquais tout à l'heure. Alors, dans le cadre de ce travail, nous avons souhaité peut-être mieux, entre guillemets, caractériser les niveaux de performance des sportifs que ce que nous avions fait jusque-là, en justement nous appuyant sur le modèle FTEM, qui rejoint complètement certains des éléments qui étaient présentés tout à l'heure par Jean Côté, avec donc la Fondation pour tout ce qui concerne en quelque sorte justement ce que Jean Côté appelait la participation tout à l'heure, le talent, élite et master. Et donc par exemple, chez les talents, c'est justement le point d'entrée dans le parcours du haut niveau où les sportifs commencent à démontrer un potentiel en termes de performance jusqu'au niveau master où là on a un succès qui se maintient dans le temps au meilleur niveau. Et donc
Typiquement, tous les athlètes qui participent aux Jeux olympiques et paralympiques, par exemple, n'atteigneront pas systématiquement ce niveau master, puisqu'ils ne sont pas si nombreux à réussir justement à répéter des performances de très haut niveau dans un temps relativement long, 4 ans et plus. Donc ce modèle n'est pas un modèle figé, hein, bien sûr, même il peut en donner l'impression, mais c'est pour nous un modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer de façon un peu plus aisément pour justement caractériser les niveaux de performance des athlètes avec lesquels nous menons des entretiens ou auprès desquels nous faisons passer des questionnaires. Et c'est un modèle qui permet en fait justement d'identifier, selon nous au mieux, les parcours des athlètes pour leur proposer le meilleur accompagnement possible en fonction du niveau de performance qu'ils ont atteint et qu'ils souhaitent atteindre, donc notamment les potentiels. Et c'est un modèle qui a été mis en place par les Australiens, qui est repris notamment par les Suisses et peut-être également par les Canadiens, mais Jean Côté sera mieux placé que moi pour l'affirmer. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver, si vous tapez FTEM Suisse, vous pouvez retrouver une déclinaison de ce modèle par sport et notamment sur le rugby. Alors j'ai choisi rugby femmes avec le CEP notamment en ce moment. C'est agréable de choisir le parcours des joueuses françaises. Et justement, à ce sujet, nous avons identifié une partie de l'échantillon de la thèse que j'évoquais de Sébastien Humbert, un échantillon qui a été co-construit avec le staff concerné sur la base donc, de ce modèle FTEM pour pouvoir distinguer au sein d'une même équipe des joueuses master, des joueuses élites par exemple. Donc notre objectif, ça va être de comparer ces parcours des joueuses, ces parcours d'optimisation de la performance par l'intermédiaire de guides d'entretien que nous avons également partagés avec le staff. Et donc pour déterminer un petit peu ce qui va justement distinguer ces niveaux d'atteinte de performance en termes de déterminants sociaux, en termes de conditions de préparation des joueuses de rugby. Donc notre objectif, c'est d'être en mesure d'identifier, tout en prenant là encore des précautions, les facteurs sociaux qui vont être plus ou moins préjudiciables ou au contraire plus ou moins favorables à l'optimisation de la performance sportive. Pour finir, comme je vous le disais, une grande partie de ces rapports de recherche, si vous souhaitez, sont disponibles pour lecture sur HAL. Et je rappelle l'aspect collaboratif. Donc, vous avez vu qu'on était un certain nombre de chercheurs à avoir collaboré sur ces recherches, collaboratif d'un point de vue aussi des institutions sportives sans lesquelles nous ne pourrions pas mener ces enquêtes. Et je reste disponible pour toute question. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation et on peut voir à quel point la sociologie peut apporter à la connaissance ici du développement de l'athlète, pour nous sur la détection des potentiels, mais de façon plus générale sur la performance et en ça, c'est une vraie richesse. Alors oui, il y a des questions et comme toujours, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde. Dans un premier temps, peut-être Baptiste Brettes avait une question. Est-ce que tu peux prendre la parole pour échanger avec Hélène? Oui, bonjour à tous. J'avais une question par rapport au lien entre le niveau d'études et le niveau de performance. Et en fait, derrière ma question, c'était aussi l'idée du risque de prendre en compte le projet d'études du joueur avec son niveau de performance. Oui, merci pour cette question. Ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour échanger avec vous sur ce sujet qui est complexe. Nous, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est vraiment ce lien avec un nombre d'heures qui serait entre guillemets trop élevé pour avoir après dans son agenda suffisamment de temps pour la pratique sportive de très haute performance. Après, pour autant, et c'est un de mes collègues, Fabrice Burlot, qui avait beaucoup travaillé sur le sujet, on peut distinguer différents profils justement d'athlètes et on peut avoir des athlètes qui vont souhaiter réaliser des études relativement longues, qui vont prendre un temps relativement conséquent pendant leur parcours sportif, mais qui vont être capables de maîtriser en fait leur temps, et c'est ceux qu'il a surnommés les maîtres du temps. Donc il faut être très précautionneux, c'est-à-dire qu'on ne peut certainement pas interdire à certains athlètes de mener les études qu'ils souhaitent mener. Par contre, je pense qu'il y a aussi quand même un rôle dans l'institution, de sensibiliser les athlètes au nombre d'heures qui vont être nécessaires à dédier à la pratique sportive,
et de voir si justement il est possible de réaliser ces études en parallèle, avec quand même souvent une adaptation qui est indispensable, notamment sur l'année pré-olympique. C'est ce qu'on a pu constater, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une adaptation justement du nombre d'heures lorsque les événements majeurs approchent. Mais il y a déjà quand même des choses qui sont mises en place, hein, bien évidemment, par l'intermédiaire du suivi socio-professionnel, mais on voit qu'il y a toujours quand même de temps en temps des petits grains de sable avec des étudiants qui vont s'inscrire dans des formations dont ils pensent qu'elles sont situées à proximité du lieu d'entraînement et qui en réalité vont se dérouler dans un lieu beaucoup plus éloigné. Et donc ça va être très coûteux en temps, et ce n'est pas du temps d'études, mais c'est du temps de déplacement pour aller sur le lieu des études. Après, je pourrais parler pendant des heures de cette question parce qu'on s'interroge beaucoup sur le sujet et on ne sait pas si finalement, entre guillemets, il y a une présélection des joueuses ou des joueurs ou des athlètes qui vont mettre de côté leurs études pour pouvoir poursuivre la pratique sportive. C'est complexe comme question. L'idée, je crois, première, c'est d'informer les athlètes sur le nombre d'heures nécessaires à dédier à la pratique sportive et de voir dans quelle mesure il leur reste du temps pour mener à bien un projet de vie parallèle. Merci Hélène. J'ai la place pour une autre question qui a été aussi sollicitée. Est-ce que Théo, tu pourrais prendre la parole et échanger avec Hélène sur ta question? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je me demandais du coup, vous vous questionnez sur la possibilité d'indicateurs favorables ou défavorables à la performance de haut niveau, mais justement, étant donné qu'on ne peut pas utiliser ces données dans un but de sélection, comme vous l'avez expliqué au début avec l'exemple des parents divorcés, comment on peut les utiliser sans créer des inégalités, sans créer des injustices? Comment en fait on peut les exploiter, ces données? Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense que, je vais essayer d'y répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que je pense qu'il y a déjà un certain nombre de facteurs sociaux sur lesquels on pourrait justement travailler et qui sont mobilisables d'un point de vue éthique et sur lesquels on ne travaille peut-être pas encore assez aujourd'hui. Et puis ensuite, j'aurais une réponse qui est assez proche de celle qui a été formulée aussi tout à l'heure par Jean Côté. Alors, ce n'était pas tout à fait la même problématique, mais en quelque sorte, de mémoire, c'était sur le lien justement qu'il faisait entre la distance, suite à une question qui a été posée, entre la distance et la capacité à performer, enfin la distance du lieu de pratique et la capacité à faire performer. Je pense qu'il faut en fait essayer de... Si par exemple, on est persuadé qu'il y a un lien, pour reprendre l'exemple, entre le fait d'avoir des parents divorcés et d'être capable de performer, il faut peut-être plutôt réfléchir à l'impact que peut avoir eu cette situation pour la personne sur sa capacité justement à pouvoir optimiser sa performance. Et essayer de trouver peut-être un état d'esprit, en tous les cas des motivations, à optimiser sa performance. Donc, je dirais, pour essayer de répondre de façon très succincte en deux temps, je crois qu'il y a des facteurs déjà sociaux d'optimisation de la performance sur lesquels on peut agir et sur lesquels on n'agit pas encore aujourd'hui déjà, et donc je les verrais comme prioritaires ceux-là. Ceux qui ne sont pas mobilisables, peut-être réfléchir en tout cas moi j'estime surtout ne pas mobiliser d'un point de vue éthique, réfléchir à l'impact qu'ils ont pu avoir sur les parcours des sportifs qui sont dans cette situation. Très bien. Merci beaucoup Hélène pour tes réponses. Désolé encore pour tout le monde. On a eu pas mal de questions notamment sur les études, la place des études et dans un sport ou dans l'accession à l'élite qui est de plus en plus contraignant, compressant en termes de temps. Malheureusement, on n'aura pas la place pour pouvoir y répondre, mais ce qui montre tout l'intérêt pour la sociologie dans ce domaine de la part de nos auditeurs. Alors, je remercie tout le monde. Je vais maintenant, cette fois-ci, prendre la main sur cette présentation. Je partage du coup mon écran ici. Hop. Ça devrait arriver dans pas bien longtemps. Voilà. Voilà. Olivier, peut-être peux-tu me dire si tu vois mon écran? C'est parfait, Mika. C'est bon. Donc, du coup, j'enchaîne après ces deux belles présentations. Alors, l'idée aujourd'hui, elle est de compléter, parce que fondamentalement, beaucoup de choses ont été dites par Hélène et par Jean sur la perspective qu'on est en train de mettre en place à la Fédération française de rugby sur la notion de détection des talents. Alors, je l'ai mis entre guillemets fondamentalement parce que ça doit nous
ça doit nous interroger. Ne serait-ce que la sémantique, elle est importante. Est-ce que finalement on détecte? Est-ce qu'on sélectionne? Est-ce qu'on identifie? Et quand on parle de talent, au final, est-ce que c'est vraiment le bon mot qui est utilisé? Est-ce que, ne serait-ce que dans la dénomination du mot talent, est-ce qu'il n'y a pas toute une symbolique qu'il y a derrière et qui pourrait être finalement un peu biaisée par rapport aux réels attendus qu'on peut avoir sur le terrain? C'est pour ça qu'on préférera parler de potentiel et Hélène et Jean en ont très bien parlé. On préférera parler d'identification des potentiels plutôt que de détection des talents. Alors, bien évidemment, je vais être assez rapide pour vous présenter les réflexions du moment, mais je pense que c'est important de contextualiser un peu ce domaine-là ou d'apporter quelques éléments de contextualisation. Et ce qu'il y a à retenir surtout, et c'est tout le paradoxe qu'on peut avoir, c'est que souvent, quand on parle de talent, d'identification du talent, on s'aperçoit qu'on parle souvent de l'exception. Et ça, pour nous, en tout cas, c'est une réelle source de questionnement dans le sens où l'exception, l'athlète exceptionnel, finalement, c'est plus difficile que de trouver les athlètes potentiels avec ces potentiels qu'on peut développer. Et dans une équipe, qu'elle soit de rugby, de basket, de football ou autre, on a toujours des athlètes exceptionnels. Mais en sport co, c'est très difficile d'avoir 15, 23, 30 personnes, 30 joueurs qui sont exceptionnels. Donc, ça pose quand même cette question-là. Et l'autre question que ça pose aussi, c'est que quand on a dépouillé un peu la littérature scientifique et appliqué dans le domaine de la détection du potentiel ou d'identification du talent, peu importe pour l'instant, c'est que souvent, on voit des programmes, à l'image de ce que vous pouvez voir apparaître ici, qui sont très centrés sur les aspects physiques, physiologiques. On a des batteries de tests physiques, on a des mesures anthropométriques, et finalement, on se pose moins la question. Alors maintenant, ça arrive, bien évidemment, depuis plusieurs dizaines d'années, on a des connaissances, Jean vous en a parlé, on commence à le voir, en tout cas en France, sur le terrain, appliqué sur le terrain. Et c'est tout le paradoxe parce qu'en fait, toute la littérature scientifique sur l'identification du talent a été principalement développée dans le champ des sciences humaines et sociales. Et c'est pour autant pas ce que l'on voit encore sur le terrain, puisque c'était plutôt pris l'angle de l'aspect physiologique. Alors, bien entendu, tout ce qui est lié à cette connaissance, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Et vous pouvez voir ici les premiers écrits qui ont été faits dans ce domaine-là, hein, de 1869, et notamment sur le poids de l'hérédité. Alors, on va en parler un tout petit peu juste après. Mais donc, on a une connaissance qui est très ancienne, finalement. En fait, on a beaucoup de connaissances par rapport à ça, beaucoup d'études par rapport à ça. Toujours pas assez pour qu'on puisse vraiment avoir cette connaissance fine pour développer nos programmes. On a besoin toujours de plus de connaissances. Donc, du coup, il faut quand même qu'on se pose certaines questions. Et en introduction, je vous parle de la sémantique. Et est-ce que finalement, quand on parle de talent, on n'aurait pas quelque chose derrière d'un peu de l'ordre du don, du génie, de l'incontrôlable? Et en fait, quand on parle de talent, ça amène parfois à des questions sur est-ce que finalement le talent, il existe vraiment? Est-ce qu'il n'y aurait pas des effets pervers à cette symbolique du talent? Et bien évidemment, une notion qui est complémentaire, qui va être le développement du talent. Alors, je m'explique un peu sur ces quatre grandes questions. L'utopie du talent, ça revient justement à ce côté exceptionnel. Aller chercher quelqu'un de talentueux fait peut-être perdre un peu de temps par rapport à ça et peut-être biaise notre regard par rapport à nos détections, à nos sélections, à nos programmes d'inclusion des jeunes potentiels. L'effet pervers de la symbolique du talent, c'est qu'on a certains joueurs qui sont talentueux au sens du terme, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont quelque chose. On voit qu'ils ont quelque chose. Et puis, vous pouvez voir à l'image de cette affiche-là sur Antoine Dupont, il ne vient pas de la même planète que nous. Mais en fait, ça vient gommer quand même quelque chose d'important potentiellement. C'est-à-dire que plus euh,
avoir un objectif de sélection ou est-ce qu'on va avoir un objectif d'accompagnement? Alors, on a la question de l'inné contre l'acquis qui vient, je vais assez vite là-dessus. Vous m'excusez, a priori, j'aurai une connexion un peu instable. Je crois que j'ai mes collègues qui m'en parlent pour les coupures. Si jamais il y a trop de grosses coupures, je reviendrai bien évidemment. La question de l'inné contre l'acquis, en fait, ça nous amène à poser ce vieux débat philosophico-théorique de est-ce que finalement on sélectionne par rapport à la génétique. Et je ne vais pas trop aller sur ce terrain-là parce qu'effectivement, on pourra aller très loin, on pourra aller très loin. Quand même, par le passé, ça a introduit la notion d'eugénisme quand même et qui a eu certaines dérives et c'est important pour moi d'en parler et que on n'a pas pour l'instant, à l'heure actuelle, suffisamment de preuves scientifiques, suffisamment d'évidence scientifique pour assumer cette position sélective sur la base des facteurs innés. Et Jean en a très bien parlé, bien évidemment. Hélène, sur le côté sociologique, a très bien complété. Forcément, quand on parle de talent, de potentiel, on parle de tout ce qui va faire émerger ce potentiel. Et il y a toute cette conjonction de facteurs environnementaux qui sont ultra importants. Je ne vais pas y revenir puisque ça a été abordé avant, mais Jean a parlé de la pratique délibérée, du jeu délibéré, on a parlé de l'environnement familial, on a parlé de l'importance de l'entraîneur et de sa relation avec les joueurs. Donc en fait, finalement, détecter le talent, identifier le talent, ça nous amène à, bien évidemment, prendre en considération qu'il y a une part de génétique, une part d'inné, mais c'est surtout prendre en considération qu'il y a tout un environnement qui nous amène à faire émerger des potentiels et peut-être même des potentiels qui n'auraient pas, au départ, ne seraient pas suffisamment armés, comme on pourrait l'entendre dans cette symbolique du talent. Bien évidemment, il y a une part du hasard dont on reviendra en conclusion de cette intervention. Alors, pour ce qui me concerne plus particulièrement, j'ai voulu aller sur ce que l'on connaît, sur notamment les facteurs psycho et psychosociologiques qui sont liés à ce développement du talent. Et on voit trois grandes. Alors, j'ai mis ce bouquin-là. S'il y en a qui lisent l'anglais, il est ultra intéressant parce qu'il condense l'ensemble des connaissances actuelles dans ce domaine-là. Et on ressort en fait trois grands champs. Alors, il y a le champ de la personnalité avec tout ce que vous pouvez voir ici. On sait qu'un trait d'anxiété trop élevé, une intelligence émotionnelle trop faible, un optimisme trop faible sont plutôt liés avec moins de réussite dans le développement. On sait que les habiletés mentales, notamment celles qui apparaissent ici, liées à la régulation des émotions, à la confiance, Jean en a parlé aussi beaucoup dans son modèle, l'a présenté, donc je n'y reviens pas. On sait que tout ça aussi va participer au développement du potentiel, et puis aussi tout ce qui est capacité cognitive, et d'ailleurs très curieusement, il y a beaucoup de choses qu'on connaît par rapport aux capacités cognitives, notamment sur les capacités d'anticipation, de recherche visuelle, de prise de décision, de concentration, et encore plein d'autres choses qui ont été vues de manière plus sporadique, on va dire, comme on peut voir dans le foot sur les petites lignes qui apparaissent. Donc, si vous voulez, les facteurs mentaux sont au cœur aussi de la prise en considération de l'optimisation de nos programmes de développement des talents, devrait être en tout cas. Mais se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on va devoir tester, comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner, bien évidemment, parce qu'on rentre dans une logique d'accompagnement plutôt que de sélection ou de détection. Sur ce qui concerne les facteurs psychosociologiques, c'est de la même façon, Jean l'a largement mis en avant et je suis ravi que tu aies pu le faire, Jean. C'est notamment la notion ce qu'on appelle les rôles modèles, donc c'est tout ce qui est parents, entraîneurs, à l'école aussi, on sait que ça joue énormément. On sait que c'est les écoles d'accession à l'élite, alors pour nous, c'est ce qu'on appelle les académies Pôle Espoir. On sait que les préparateurs mentaux, psychologues du sport, les accompagnants sont aussi une source d'accession, en tout cas, à ce développement de la tête, avec notamment la PEM. Donc la PEM, pour ceux qui ne sont pas sensibilisés à ça, en fait, on a développé tout un programme, on a mis en place tout un programme de développement des habiletés mentales au sein de toutes nos académies, justement, pour qu'on ait la possibilité de développer les capacités dont je vous ai parlé juste avant, et une accréditation pour notamment les préparateurs mentaux qui pourraient intervenir auprès de nos jeunes. Les parents ont aussi un rôle important, avec notamment faire attention aux trop grosses exigences.
Et donc, du coup, le temps de loisir, et je vais surtout aller sur ces temps de loisir et ces habiletés sociales, puisque cet équilibre de vie, elle est fondamental. Il est fondamental. Une trop grosse centration sur le sport, une faible diversification, Jean aussi en a parlé, nous amène à ce qu'on ait un développement moins harmonieux et donc du coup moins propice à la performance. Et pour ce qui concerne les habiletés sociales, finalement, on s'aperçoit qu'on a surtout une compétence qui est identifiée, c'est la capacité à rechercher du support social. Mais finalement, il y a d'autres questions qui se posent et qui montrent encore la nécessité d'avoir d'autres recherches par rapport à ça. Est-ce que finalement la capacité d'être leader, est-ce que la capacité à communiquer de façon pertinente, est-ce que les stratégies identitaires, les adaptations aux normes, est-ce que le rapport au conformisme et à la menace du stéréotype, ça aussi, ce sont des choses qui nous questionnent. Est-ce que finalement, quand je suis une fille qui joue au rugby, sport plutôt masculin dans le stéréotype, est-ce que ça, finalement, ça n'implique pas certaines choses que l'on connaît par rapport aux menaces du stéréotype, comme par exemple de l'anxiété, qui viendrait justement être plutôt un boulet dans le développement de l'athlète. Donc, du coup, on a cette part de psychosocial qui est aussi ultra importante pour nous et que l'on va investir dans nos programmes. Alors, on a bien évidemment certaines difficultés. Ça a été aussi mis en avant par les collègues. On a cette difficulté entre l'inné et l'acquis toujours. Est-ce que finalement cet inné doit être rejeté, doit être pris en compte, mais finalement quand on voit qu'il y a cet inné, comme on parlait tout à l'heure d'Antoine Dupont, finalement est-ce que c'est vraiment de l'inné ou est-ce que c'est pas le fruit d'un travail? Bref, on a quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Et puis on a aussi le besoin d'une base de données, c'est-à-dire qu'on a besoin de suivre sur le plan longitudinal l'ensemble de nos athlètes avec des mesures qui sont propres d'un point de vue scientifique, donc validées, d'avoir un suivi qui est homogène sur l'ensemble de nos athlètes pour que d'ici quelques années, on puisse savoir finalement quelles sont les habiletés qui jouent vraiment dans le développement de nos potentiels, l'accession à l'expertise chez nos joueurs et nos joueuses de rugby après justement ce recul. Et surtout, ce qui nous interroge, c'est on ne sait pas pour l'instant identifier le potentiel de progression. Autant on est capable, par exemple, sur l'intelligence émotionnelle, on est capable de pouvoir, ou d'autres habiletés, de pouvoir dire où est-ce que l'athlète en est à ce moment-là. On est capable de pouvoir voir sa progression par de la mesure répétée. Autant on n'est pas capable pour le moment d'être dans de la prédiction, c'est-à-dire on sait que potentiellement il arrivera à tel niveau. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous parce que ça amène aussi à cette notion d'entraînabilité de ces habiletés. Est-ce que finalement, il y a des habiletés qui sont plus entraînables que d'autres? Vous voyez que là, du coup, plein de questions se mettent en route pour nous. Et donc, du coup, on se pose aussi la question de si les outils scientifiques sont importants, on a quand même l'œil, on a quand même l'empirisme, les situations de terrain qui sont aussi complémentaires et qu'il ne faudrait pas non plus balancer pour cette détection. J'enchaîne sur ces écueils. Actuellement, on se pose aussi la question, et j'en ai parlé, entre spécification et diversification. Bien évidemment, on va sur cette notion de diversification, mais on se pose la question de savoir si finalement faut-il attendre de détecter pour pouvoir déjà développer ce potentiel, même si le potentiel n'est pas encore développé. Bon, pour faire assez simple, est-ce que finalement on a besoin d'attendre d'avoir nos joueurs un peu listés, ou est-ce que du coup il ne faudrait pas qu'on mette un programme d'entrée dans toutes les écoles de rugby pour pouvoir développer le potentiel, développer les potentiels qui émergeront un peu plus tard, et donc du coup être un terrain facilitateur. Et ça va justement dans cet environnement physique que parlait Jean Côté dans son intervention, et ça va aussi dans le sens de la formation de nos entraîneurs. Alors, vous savez peut-être qu'on a fait un certificat de capacité, donc un diplôme, une formation sur l'accompagnement mental destiné aux entraîneurs pour que justement ils soient en mesure de connaître les tenants psychologiques du bon développement de l'athlète, entre autres notamment. Donc voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant, et ces recherches, notamment psychosociales, avec différents projets de recherche, avec différents sports collectifs, différentes fédérations des sports collectifs. Alors, pour conclure et respecter le timing, on a des messages clés à faire passer. C'est que d'abord, l'identification, c'est un champ scientifique à part entière. On a énormément de connaissances par rapport à ça.
Et il est impensable désormais de ne pas mobiliser ce champ scientifique, ces connaissances scientifiques pour améliorer nos programmes. La deuxième chose, c'est qu'on va préférer parler d'identification et de développement du potentiel plutôt que d'identification du talent. Très clairement, il y a la notion de développement qui est importante et plutôt parler de potentiel que de talent pour les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la prise en compte de facteurs psychosociologiques dans une démarche qui doit être plutôt rigoureuse. Alors, se pose la question de la sélection, bien évidemment, parce que nos entraîneurs veulent avoir de la sélection. Et pour l'instant, l'hypothèse qui est privilégiée, c'est qu'on ne peut pas sélectionner sur les aspects psychosociaux tant qu'on n'a pas travaillé avec. C'est-à-dire que c'est comme si vous sélectionnez un gamin sur sa qualité de passe alors que vous n'avez jamais bossé avec lui auparavant. On ne peut pas savoir si finalement il a le potentiel de technique. Et là, c'est à peu près la même chose. L'idée est là-dessus. Donc, on va vraiment sur cette notion de il faut développer avant de sélectionner. Si toutefois, il faut sélectionner par la suite. Et donc, du coup, on met un rôle majeur à l'entraînement. Dernier message clé, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, cette notion de complexité. Je pense que ça a été très bien illustré dans les différentes interventions ce soir. C'est beaucoup plus facile et moins coûteux en termes d'effort de réfléchir très simplement plutôt que d'aller sur la complexité. Et pourtant, la détection du talent, la détection du potentiel, l'optimisation du potentiel, tout ce champ-là, comme l'optimisation de la performance, c'est un domaine qui est complexe. Et quand on est dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, dans les sciences psychosociales, c'est encore plus complexe parce qu'on a la singularité de l'individu et il faut le prendre en considération. Donc ça veut dire que n'allons pas sur des recettes toutes simples, n'allons pas sur des choses, en tout cas, ce n'est pas la perspective qu'on veut prendre, mais n'allons pas sur des recettes toutes simples qui pourraient être presque magiques en disant on a tel facteur, presque un algorithme qui nous permettrait finalement de détecter le potentiel. En tout cas, ce n'est pas la posture et le positionnement que l'on prend et ce qu'on prône. On prône plutôt la complexité et s'il faut un peu plus de temps pour mieux comprendre ce processus-là et être optimaux dans notre façon de faire, c'est le chemin en tout cas qu'on va prendre. Je termine là-dessus. Bien évidemment, on a toujours une part d'imprévisible. C'est aussi ce qui fait la beauté de notre pratique. C'est-à-dire qu'on va devoir s'adapter quand même. On ne peut pas tout contrôler, pas tout anticiper. Et donc, du coup, il faut l'accepter. C'est l'accepter parce que cette part d'imprévisible, elle est due à l'évolution de nos athlètes, à l'évolution sociale de nos athlètes. Tout à l'heure, Hélène parlait d'un divorce. Fondamentalement, c'est difficile de l'anticiper. C'est difficile d'anticiper un échec dans la formation scolaire. C'est difficile d'anticiper la réaction d'un athlète face à un changement d'entraîneur. Et il y a des transitions de carrière qui font que c'est difficilement prévisible. Il faut qu'on l'accepte. En tout cas, c'est le cadre que l'on prend. Il faut qu'on optimise tout, qu'on essaye d'avoir les meilleures façons de voir nos athlètes et de détecter nos potentiels pour mieux les accompagner. Mais dans l'accompagnement, il faut aussi accompagner le côté imprévisible de leur évolution. Voilà, je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, je serai prêt à vous répondre. Michael, je reprends un petit peu la main, étant donné que tu étais en pleine présentation. Alors, il y a une question, on va en poser qu'une seule, vu le temps qui nous reste. C'est une question d'Antoine Rebouillat. Normalement, Antoine, on va te donner la parole. Tu as la parole. Est-ce que tu es toujours avec nous, Antoine? Oui, j'ai activé. Oui. Normalement, parfait. Vous m'entendez. Ouais. Merci on vous entend. Merci, Mickaël, pour la clarté de ton propos. Voilà, c'est vrai que ça nous éclaire, nous, pas mal en tant que coach. Moi, j'avais une question, effectivement. C'était les tests pour évaluer l'intelligence émotionnelle que tu as évoqué succinctement, notamment chez les jeunes sportifs. On trouve beaucoup de choses chez les adultes et notamment dans les milieux professionnels. Voilà, chez les jeunes, qu'est-ce qui existe en ce moment et voilà, puis quelle est réellement l'utilité, si ce n'est effectivement la difficulté à prédire les choses. Oui, alors je vais pouvoir vous en donner un. Avant tout, je reviens sur cette notion de prédiction et effectivement, il faut qu'on fasse attention à ça. On va pouvoir mesurer les compétences et l'idée après, c'est de savoir comment est-ce qu'on va
améliorer toutes les compétences. Hein. C'est bien dans cet état d'esprit-là qu'on mesure. Un questionnaire, un outil psychométrique qui existe, c'est le profil des compétences émotionnelles de Nicolas Jacques, notamment, qui est à l'origine d'un autre questionnaire, le TEC, notamment, qui a été largement utilisé. Donc le PEC, le profil des émotions, des compétences émotionnelles, est un outil qui est largement validé, qui est très simple, qui est facile à mettre en place, Et pour des jeunes, je ne me rappellerai plus la limite d'âge, mais je crois savoir qu'on peut aller sur de l'adolescence sans problème par rapport à ces questions. Il y a les normes qui y sont aussi. Et par contre, il y a deux façons de pouvoir le poser. Si jamais tu es familier à ce genre de questionnaire, la consigne de départ est en général. En général, comment est-ce que tu gères tes émotions, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on regarde une tendance assez stable, en accord en fait avec l'auteur sur une discussion que j'ai eue avec elle. Elle n'était pas contre le fait qu'on contextualise ça. C'est-à-dire, en général, avant un match de rugby, finalement, comment est-ce que tu régules tes émotions? Et donc, ça pose toutes les questions, mais d'une manière très contextualisée par rapport au sport. Et je trouve que c'est un poil plus juste par rapport à ce que l'on veut, parce que fondamentalement, on peut avoir quelqu'un qui a des capacités de contrôler ses émotions dans le domaine scolaire, mais peut-être moins en compétition, par exemple, ou autre. Donc voilà, le profil des émotions, des compétences émotionnelles, quelque chose d'intéressant, qui est valide et que tu peux utiliser sans aucun problème. Très bien. Mika, oui. Merci beaucoup. Et on est pile poil dans les temps. Il me reste une petite minute pour conclure. Je remercie vraiment les trois intervenants pour la qualité du travail et de la présentation que vous avez faite et du contenu, la clarté aussi du message. Au-delà même des connaissances précieuses qu'on a pu avoir, c'est aussi un moyen pour structurer un peu nos pensées. Et regard un peu des participants à ce webinaire, je pense que ça alimentera beaucoup de réflexions et de débats au sein de vos clubs respectifs. J'ai envie de conclure sur une chose. Finalement, on parle d'identification des potentiels. Certes, il faut en parler, mais j'ai surtout l'impression qu'au regard un peu des résultats et des conclusions, c'est surtout une vraie réflexion sur l'accompagnement des potentiels qu'on doit avoir. Et certainement une meilleure compréhension des parcours, peut-être certainement singuliers, mais une meilleure compréhension de ces parcours qui permettra à vous, chaque acteur, on va dire, dans le développement de vos jeunes, de proposer un environnement idéal pour qu'émerge leur potentiel. Du coup, je pense que même la notion d'identification peut se poser. Il y avait d'ailleurs une question sur à quel âge on doit identifier les potentiels. On va dire, je pense qu'il faut surtout, à n'importe quel âge, accompagner ces potentiels, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça que ces messages, ils doivent aussi passer non seulement, bien sûr, dans le secteur, on va dire, de la performance, mais aussi au plus près de la pratique rugby dans les clubs amateurs. Je vous remercie encore une fois à tous les participants, à tous les intervenants. Et je pense qu'on aura l'occasion de retraiter un peu ces sujets-là, peut-être un peu plus en détail sur certains thèmes. Et je vous invite du coup à un prochain webinaire, cette fois-ci qui se fera l'année prochaine. On a fini notre série de webinaires cette année. On aura donc une prochaine saison dans un an. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée.